Alors bonjour à tous. On est très heureux donc de recevoir ce soir Florence Lussmann, qui est présidente de la Fédération française de l'assurance. Alors, tu es une camarade, Florence, et tu as fait, si je ne me trompe pas, le corps de contrôle des assurances, à la sortie de l'X. Tu as travaillé à Bercy, et donc tu as fait de nombreuses choses dans ta carrière, mais notamment, peut-être si je peux en citer un, c'est tu as été la cheville ouvrière du plan Alzheimer. Donc, Absolument, oui, oui. tu connais très bien, notamment les questions de dépendance parmi toutes ces questions vastes du monde de l'assurance. Donc voilà, c'est à toi pour 20-25 minutes d'intervention avant les questions-réponses. Alors, bonjour à tous et merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir, évidemment, d'abord de parler d'assurance et puis de parler avec des camarades. Donc, j'étais ravie de répondre à cette invitation. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'on parle beaucoup d'assurance aujourd'hui, pas toujours en bien. Et donc, moi, je suis très contente d'avoir une occasion d'expliquer ce qu'on fait et puis surtout de répondre à toutes les questions que vous vous posez peut-être sur notre rôle en général et puis notre rôle dans cette crise. Bon, cette crise, évidemment, elle est totalement inédite pour tout le monde. Elle est évidemment inédite pour les assureurs. Hein. C'est une crise, comme il en arrive, maximum une fois par siècle ou une fois tous les 2 siècles. Donc, je n'aurais pas d'outrecuidance de dire que même si notre métier, c'est la gestion des risques, qu'on avait anticipé et qu'on avait prévu, la réponse est non. Et nous sommes, nous aussi, très, très impactés par cette crise. Et je voudrais commencer par là, peut-être pour évoquer quelques fondamentaux de l'assurance. L'assurance, c'est quoi? Eh bien, c'est des engagements. Et donc, moyennant une prime qu'on paye à un instant T, c'est être capable, dans le futur, un futur plus ou moins proche, hein, très proche pour quand on fait les remboursements maladie, très éloigné quand on fait de la responsabilité civile décennale ou de la responsabilité civile tout court d'ailleurs. Donc, bref, on encaisse une prime et après, on va payer des sinistres. Et ce qu'on constate déjà dans cette crise, c'est qu'on va avoir une très, très forte augmentation des sinistres. Alors, ce n'est pas ce dont la presse s'est fait l'écho, parce que la presse aime bien ce qui est croustillant, donc elle s'est plutôt fait l'écho du fait que l'assurance auto serait plus rentable cette année que les autres années, parce que pendant 2 mois, les véhicules auront été immobilisés. C'est faux. Alors, c'est faux pour plusieurs raisons. D'abord parce que certes, les véhicules de particuliers ont été immobilisés, mais à la sortie de la crise, c'est ce qu'on voit déjà là dans les grandes agglomérations, et pas qu'en France, les gens hésitent à reprendre les transports qui de toute façon n'ont pas du tout la même capacité, les transports publics, que ce qu'ils avaient avant. Et du coup, ils prennent beaucoup plus leur voiture. Et ce sera la même chose cet été si, avec un peu de chance, on a le droit de partir en vacances, puisqu'on ne partira pas à l'autre bout du monde. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a perdu beaucoup d'argent sur nos actifs. Hein. Et la branche auto, par exemple, elle est très, très, très concurrentielle en France. Et donc, elle est techniquement, structurellement déficitaire et elle ne s'équilibre que par les produits financiers. Or, cette année, il y aura peu ou pas de produits financiers, ce qui fait qu'au total, si on projette des marchés financiers qui restent à peu près au niveau où ils sont, eh bien, la baisse des marchés fera plus que compenser le gain de sinistralité qui sera lié au fait qu'effectivement, pendant deux mois, les voitures n'ont pas roulé. Bon, à côté de ça, il y a une explosion des sinistres en prévoyance, hein, et spécialement prévoyance d'entreprise. Les gens sont beaucoup plus en arrêt de travail, beaucoup plus malades. Explosion aussi annoncée en responsabilité civile. Responsabilité civile médicale d'abord. Hein, donc nous, ça y est, on commence à voir arriver beaucoup de déclarations de mise en cause de personnel soignant dans cette crise. Et donc au total, nous, ce qu'on estime, c'est que eh bien, l'impact financier sur nous, sur les sinistres, ça va être au moins 1 milliard de plus de sinistres à couvrir. Ça va être aussi de la baisse de chiffre d'affaires parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des entreprises ou des particuliers, mais qui ont des difficultés pour payer leurs primes.
Et puis, comme je le disais, un impact financier très lourd, puisqu'on a perdu à peu près 10% de la valeur de nos actifs, et 10% de la valeur des actifs, ça fait 260 milliards quand même. Donc, un impact très significatif sur notre secteur. Pour autant, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de contrôle, pour autant, les assureurs demeurent solides. Ils demeurent solides parce qu'ils sont rentrés dans la crise, les assureurs français, avec des fonds propres suffisants et surtout avec une gestion actif-passif appropriée, puisque le métier de l'assureur, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'encaisser des primes, de les placer et du coup, d'avoir les liquidités nécessaires le jour où il faut soit rembourser des contrats d'assurance vie, soit payer des sinistres d'assurance dommage ou de responsabilité. Donc très clairement, le métier vraiment de l'assureur, c'est la gestion actif-passif. Et peut-être un des points positifs de cette crise, c'est que d'habitude, on voit les assureurs seulement sous l'angle des actifs qu'ils portent. Et d'ailleurs, ça attise en général les convoitises. On veut toujours nous faire investir dans tout et n'importe quoi. Les gens oublient que ces actifs, ce n'est pas les nôtres. Bon, certes, on les porte dans notre bilan, mais c'est les vôtres, hein, c'est ceux des assurés. Et c'est bien évident pour l'assurance vie, mais c'est également le cas pour l'assurance non-vie. Et bien dans cette crise, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'exemple que je prenais tout à l'heure de l'assurance auto, c'est que les gens découvrent que oui, mais en fait, l'assurance, c'est d'abord de la gestion technique, c'est de la gestion de risque. Et donc, effectivement, c'est des passifs. Et l'alpha et l'oméga du métier de l'assureur, c'est d'adosser convenablement l'actif avec le passif, sachant que le passif, il n'est pas certain dans son montant, et il est encore moins certain dans le timing des versements qu'il faudra faire. Donc, ce qui est important dans cette crise, et c'est la première mission des assureurs, c'est de s'assurer qu'à tout instant, ils seront en mesure d'honorer tous leurs engagements, c'est-à-dire qu'ils ont convenablement et prudemment évalué tous les engagements relatifs à des contrats qu'ils ont déjà vendus. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'ils évaluent correctement le passif, mais après, encore faut-il avoir suffisamment d'actifs à mettre en face, donc plus d'actifs que de passifs, pour être en mesure d'honorer ces engagements. Et si on a été plutôt silencieux dans le début de cette crise, qui nous a d'ailleurs été reproché, c'est parce que, en fait, tous les assureurs étaient très, très occupés à essayer d'évaluer l'impact de cette crise sur leur activité. Un impact qu'on ne connaît pas encore totalement parce que tout ça va se dérouler sur des mois et des impacts qu'on va subir pendant au minimum 2, voire 3 ans. Alors, néanmoins, pendant cette crise, les assureurs ont continué à assurer. On est service essentiel, donc nous, on a continué à fonctionner. On a mis quand même à peu près 150 000 personnes en télétravail en 48 heures. Donc, ça nous a aussi un petit peu occupés. On a continué à gérer les sinistres, encore à peu près 20 000 sinistres gérés tous les jours. Alors, en s'adaptant, en faisant preuve de créativité, les assureurs, mais aussi les experts qui ne se déplacent plus pour aller auditer les risques et les sinistres. Et puis, nous avons également participé à des actions de solidarité pour aider nos concitoyens dans la crise. Et au total, donc, ce n'est pas moins de 3 milliards 200 millions qu'on a mis sur la table pour aider le secteur économique à traverser cette crise. Donc, sur ces 3 milliards 200 millions, il y a 1 milliard 750 millions qui est destiné essentiellement aux TPE, aux travailleurs indépendants, aux artisans commerçants, par le biais de maintien de garantie, même quand ils ne payent pas leurs primes, par le biais d'extension de garantie dans le temps, par exemple, pour les chantiers qui sont laissés un peu à l'abandon pendant le confinement, et puis par abondement aussi au fonds de solidarité qui a été créé par l'État. Nous sommes le seul secteur privé à abonder ce fonds de solidarité. On l'abonde à hauteur de 400 millions, et sachant que c'est 400 millions non déductibles fiscalement, donc en fait c'est quand même l'équivalent de 600 millions. On a pris aussi beaucoup de mesures de solidarité à destination
des personnes fragiles. Les personnes fragiles sont celles qui sont en affection longue durée et que la sécurité sociale a décidé de placer en chômage partiel de façon à les protéger, hein, à ce qu'ils n'arrivent pas à travailler, même si en fait ils ne sont pas véritablement malades. Pour des gens comme eux, la lettre des contrats dit qu'ils n'ont pas droit aux indemnités journalières, même s'ils sont couverts par un contrat de prévoyance, parce que les indemnités journalières sont versées quand on est malade et que la maladie d'ailleurs est reconnue par un médecin. Donc là, ce n'était pas le cas. Et néanmoins, on a jugé qu'il était citoyen et responsable de maintenir cette garantie, y compris quand ces personnes étaient donc en chômage partiel. On a fait pas mal aussi de gestes à l'égard des soignants. Les soignants, je pense qu'on peut s'accorder tous pour dire que ce sont les héros de la crise d'aujourd'hui. Donc, on les a beaucoup aidés en étendant leur contrat parce qu'ils utilisent leur véhicule dans d'autres conditions, parce qu'ils habitent éventuellement ailleurs. D'ailleurs, il y a des assureurs qui ont mis des logements à disposition pour ces soignants. On a surtout étendu leur garantie de responsabilité civile parce que les contrats de responsabilité civile médicale, ils sont assis sur la déclaration des conditions d'exercice du médecin, du chirurgien, etc. Et là, tous ces personnels soignants ont été amenés à exercer dans des conditions qui sont totalement différentes des conditions habituelles et on a décidé d'étendre ces garanties. On les a également étendues pour les établissements de santé qui ont été habilités à gérer du Covid. On les a également étendues gratuitement pour toutes les entreprises qui se sont mises à fabriquer des masques, du gel, etc. Et donc, au total, c'est donc un effort d'1,7 milliard à destination de donc TPE, indépendants, personnel soignant, etc. et aussi nos assurés. Et puis ça, c'est donc en fait sur la partie passif, hein, technique de notre métier. Et comme notre deuxième métier, c'est d'être investisseur, on s'est dit qu'il fallait à nouveau dans cette crise qu'on aide le pays à se redresser. Et donc, on a décidé d'investir 1,5 milliard dans la relance, qu'on a fléché avec une priorité sur la santé, donc 600 millions sur le secteur santé, puisqu'on voit bien, et ça ne m'avait pas échappé, puisqu'effectivement, j'ai dirigé le plan Alzheimer pendant 5 ans, que notre système de santé est très fragile. Et il n'y a pas que notre système de santé, il y a aussi notre indépendance sanitaire, si je puis dire, avec ces principes actifs de médicaments qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, beaucoup de besoins d'investissement dans les biotech pour retrouver une autonomie, mais aussi d'investissement dans les infrastructures, bref. Donc, on a décidé de s'engager pour aider à reconstruire le système de santé. On va également aider les PME, les ETI, et puis on a un focus spécifique à destination du secteur du tourisme à hauteur de 150 millions. En parallèle, parce qu'il faut évidemment se projeter, ce que révèle cette crise, c'est évidemment un manque criant de couverture. Alors, on parle beaucoup, et je pense qu'il y aura des questions sur les pertes d'exploitation. Les pertes d'exploitation, aujourd'hui, c'est des montants qui sont en dizaines de milliards, peut-être 60 milliards. Et s'il fallait, ça c'est juste pour les compagnies qui sont, les entreprises pardon, qui sont assurées aujourd'hui en perte d'exploitation, mais s'il fallait couvrir les pertes d'exploitation de toutes les entreprises de France et de Navarre, on serait plutôt à 120 milliards. Vous voyez que des montants pareils sont totalement hors de portée de l'assurance privée. D'où effectivement les prises de parole qu'on a eues dès le début en disant mais la pandémie c'est un risque systémique, c'est pas assurable en tant que tel. Alors une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas quand même de réfléchir à un système pour demain, sachant que le système pour demain ce sera un système à 2 étages avec une contribution de l'assurance privée et puis un deuxième étage qui incorporera nécessairement une garantie de l'État. Et donc, on a commencé à travailler très activement pour contribuer aux réflexions du Trésor qui réfléchit donc pour mettre en place ce système, mais évidemment un système qui sera pour
pour le futur. Alors, les assureurs, donc dans cette crise, finalement, ça a mis au centre du débat nos deux caractéristiques, qui sont effectivement le fait qu'on gère des engagements et que le nerf de la guerre de l'assurance, c'est la gestion des sinistres, c'est le règlement des sinistres. On nous voyait encore une fois plus comme des asset managers, donc réjouissons-nous. Alors, il faut qu'on soit plus pédagogue, on essaye de l'être, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas très audible dans la crise actuelle et évidemment, c'est plutôt quand on en sera sorti qu'il faudra continuer à expliquer pourquoi on ne peut pas assurer des risques systémiques, assurer ne serait-ce que les voitures, si tout le monde a un accident en même temps et la même année, on voit bien que ça ne marche pas. Je parlais des scientifiques, donc je vais vous dire que c'est vraiment basico-basique, mais c'est évident pour vous, mais visiblement pour le grand public, ça ne l'est pas nécessairement. Par rapport à cette crise, les réflexions, c'est oui, de mieux expliquer ce qu'on fait, et puis aussi de profiter de tous ces investissements qu'on va faire pour contribuer à bâtir le monde de demain, qui soit un monde plus digital, évidemment, un monde qui soit plus respectueux de l'environnement au sens large. Et je rappelle qu'on est un des rares secteurs financiers à s'être préoccupé depuis très très longtemps des contraintes écologiques au sens large. On publie tous les ans un baromètre ESG qui est tout à l'honneur des assureurs. On voit bien qu'on va avoir une multiplication des crises. Alors, on n'espère pas à la hauteur de celle qu'on est en train de vivre. Mais encore une fois, toutes les réflexions qu'on a, par exemple, sur la construction du nouveau régime sont autant d'illustrations de ce qu'on est capable de faire. Alors, pas tout seul, parce que vu les montants en jeu, en tout cas cette fois-ci, quand on est en centaines de milliards, c'est pas accessible à l'assurance privée toute seule. Mais en revanche, on peut tout à fait aider à trouver des solutions par anticipation, parce qu'effectivement, il ne faudra pas attendre la prochaine crise pour se retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui et où finalement, c'est à l'État d'indemniser, parce que c'est lui qui, lui seul, en dernier ressort, peut indemniser les montants auxquels on arrive aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction, en préambule. J'ai ouvert pas mal de pistes. Je crois que c'est bien si vous avez des questions. Je ferai en tout cas mon possible pour y répondre. Merci Florence. Ouais, c'est déjà un panorama très complet sur le secteur de l'assurance dans le contexte de cette crise. Alors, j'ai déjà 2 questions. Donc, il y a Raoul de Saint-Venant qui te pose la question: que penser des perspectives à long terme en fréquence et en amplitude de telles crises liées à la globalisation économique? Alors, peut-être pour développer un peu, c'est vrai qu'on dit que la crise, elle est hyper forte aussi parce on a une mondialisation qui s'est intensifiée. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura d'autres crises comme ça, et peut-être combien de temps elle va durer? Est-ce que tu as des idées sur voilà, les perspectives économiques en fait mondiales? Parce que du côté actif des assureurs, j'imagine que c'est aussi important pour vous. Et deuxième ensemble de questions donc de Fabienne Marquet, qui est vice-présidente d'Ix-Sursaut et qui a une longue carrière déjà dans l'assurance, plus de 20 ans, et qui te demande: avez-vous une idée du montant des capitaux d'essai versés liés au Covid pour les assurés décédés, et sont-ils effectivement versés? Elle te pose aussi: la prévoyance des contrats collectifs, quid des cotisations employeurs et salariales sur la période de chômage partiel versus prestations à honorer si maladie et invalidité. Et dernière question de Fabienne: assurance IARD, mais aussi assurance vie. Voilà. Tu les as peut-être dans le chat. Je ne sais pas si tu vois le chat comme ça. C'est peut-être. Attends, je vais regarder. Alors là, c'est pas grave. La vidéo, mais tu recliques sur vidéo, tu la revois. Perdu. Attends, mais
Alors, moi, je peux te réactiver la vidéo. Non, c'est bon, c'est bon. Bah, je ne sais Bon. pas où est le chat. Attends. Alors, c'est en Non, bas. mais c'est bon. Mais comme tu me donnes les questions, c'est bon. D'accord. Bah, alors, la première question, je dois dire, moi, je suis pas économiste. Hein. Je suis pas hyper optimiste, on va dire. Mais c'est peut-être aussi lié à mon métier d'assureur, puisque par définition, on est prudent et on doit l'être, puisque si je reviens à la vraie solvabilité d'un assureur, encore une fois, ce n'est pas ses fonds propres, hein, c'est d'évaluer correctement, prudemment ses passifs et d'avoir des actifs prudemment évalués aussi en face qui vont matcher tous ces engagements. Donc, en fait, je dirais dans nos gènes, on est prudent. Et on passe son temps à faire des projections, c'est aussi une deuxième caractéristique de l'assurance, hein, beaucoup plus qu'en banque. En fait, en assurance, on passe son temps à actualiser des flux. Donc, moi, je m'en suis rendu compte quand pendant 7 ans, je suis devenue banquière. C'est pas du tout des mêmes raisonnements. En assurance, on actualise des flux jusqu'à la fin du dernier contrat. Donc, on actualise des flux sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Enfin, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, boum, on essaye de voir comment, en valeur actualisée probable, ça va se retrouver dans les comptes aujourd'hui. Mais c'est l'évaluation de la valeur actuelle de tout ce qui va se passer dans le futur par rapport à un événement qui s'est déjà produit. Donc, quand on dit ça, donc les assureurs font en permanence, et ils le font pour eux, puis pour l'autorité de contrôle, des prévisions de l'évolution de leur solvabilité. Et effectivement, c'est des évolutions qui sont négatives dans les 2-3 ans qui viennent. Alors, rien de dramatique dans la mesure où ils sont tous partis en moyenne en France avec une marge de solvabilité de l'ordre de 200%, mais quand même des baisses déjà significatives. Hein, par rapport au 31-12-2019, en moyenne, ils vont bien perdre 40 points. Hein. Et donc, on était déjà quand même très fragilisé par les taux négatifs. Hein. Les taux négatifs, c'est censé être bien pour le consommateur, c'est ce que les économistes nous expliquent, mais sauf que les consommateurs, ils ne consomment pas, ils sont têtus. Bon. Et alors, c'est vraiment très, très mauvais pour l'industrie financière, soit la banque ou l'assurance vie. Donc, c'est vrai que la rentabilité de l'assurance vie était déjà beaucoup sous pression de par cette conjoncture qui dure sur les taux d'intérêt. Je dirais que là, on avait déjà quand même une crise sur les actifs, hein, en tout cas sur les taux. Et donc là, maintenant, on a une crise sur le passif, il y a une crise du monde réel. Donc, moi, je ne sais pas qui a posé la question, je ne sais pas ce que vous faites, mais je pense qu'il y a des gens qui sont sans doute voilà, plus légitimes que moi pour faire des projections. Mais en tout cas, nous, dans les projections qu'on fait et que l'autorité de contrôle nous demande de faire avec les scénarios, ne sont pas roses, on va dire, et au minimum, de toute façon, il faudra 3 ans pour se remettre de cette crise. Ça, c'est clair. Alors après, il y a une deuxième question. Alors là, la série des questions, là, je reconnais la spécialiste. Non, je n'ai pas le montant hein, des capitaux d'essai versés dans le Covid. Ça, c'est aussi une des difficultés quand on est assureur et qu'on est dans un monde d'immédiateté, de tweets en tout genre toutes les 10 minutes. Nous, il faut du temps pour évaluer. D'abord, les sinistres, il faut d'abord qu'ils commencent par être déclarés. Ensuite, il faut les évaluer. Et donc, voilà, on peut paraître comme un peu lent. Moi, je dis qu'on est des paquebots. Les paquebots, ça sert hein, aussi en période de crise. C'est pas mal d'avoir des paquebots. Mais les paquebots, ils ne tweetent pas toutes les 10 minutes, quoi, parce qu'ils ne donnent pas coup de barre à droite, coup de barre à gauche en permanence. Ils essayent de maintenir un cap et puis ils essayent voilà, d'incorporer toutes les données qui sont autour du navire. Et je précise que je n'ai pas fait de naval, donc je parle là aussi de quelque chose que je ne connais pas bien. Alors, effectivement, il y a un gros sujet qui est apparu, qui normalement est en passe d'être réglé. Alors, pour que tout le monde comprenne, vous savez que l'État a dit que pour toutes les entreprises qui étaient fermées administrativement, et donc il y en a eu beaucoup, il y avait exonération des charges sociales, fiscales, sociales, etc., chômage partiel et tout ce qu'on veut. Et là aussi, on paye un peu voilà, les questions de vocabulaire. Dans les charges sociales, les gens ont, donc voilà, ça vise l'URSSAF, etc. Mais il y a des gens qui se sont dit, ah, mais en fait,
les primes d'assurance collective, là, que je paye à mon assureur, à mon institution de prévoyance, enfin, peu importe, c'est pareil, j'ai plus besoin de les payer. Donc, il y a eu un gros sujet entre les entreprises d'assurance, quelles qu'elles soient, que ce soit à la FFA ou CETIP ou ailleurs, quel que soit leur statut, et puis les entreprises qui disaient « Ah ben non, mais nous, on n'a pas besoin de payer. Regardez, on nous a dit il n'y a plus de charge sociale. » Donc, il y a eu une période un peu compliquée où les assureurs disaient « Non, mais nous, si vous ne payez pas de primes, on ne peut pas servir les garanties. » En face, les garanties étant des garanties de prévoyance, donc des indemnités journalières, mais aussi des capitaux décès quand malheureusement les personnes décèdent. Et là, ça a duré quelques semaines, mais on est en passe de se mettre d'accord pour dire que oui, les entreprises vont continuer à payer des primes pour l'assurance collective et du coup, les salariés vont bien continuer à être couverts par ces régimes d'assurance d'entreprise, de prévoyance d'entreprise. Donc, je pense que c'était ça votre question. Vous me corrigerez si j'ai mal compris. Alors, oui. On a parlé Oui, pardon. Oui, c'était ça, Florence. Merci. D'accord. Mais vous avez raison. Enfin, moi, au MEDEF, voilà, on a beaucoup discuté. Évidemment, j'avais toutes les autres fédérations contre moi parce qu'évidemment, tout le monde se disait c'est génial, là, si on ne paye plus de primes, mais on va être couvert. Non, mais ce n'est pas magique. L'assurance, on ne sait pas transformer le plomb en or, malheureusement. Si on n'a pas encaissé de primes, on ne peut pas payer sinistre. Alors, oui, on parle d'assurance IRD parce que là, les contrats qui sont, je dirais, touchés sont d'abord des contrats IRD, mais bien entendu, il y a tout l'aspect de l'assurance vie. Et là, c'est plutôt ce que je disais sur l'évolution des placements. Alors, ceci étant, pour les gens qui ont des contrats même à taux zéro, parce que taux zéro, c'est quand même vachement bien dans le monde actuel, il est évident que les assureurs sont engagés et honoreront ces engagements. Voilà, donc ils le feront le cas échéant en piochant un peu sur leurs fonds propres, etc. Mais oui, l'assurance vie, voilà, les assureurs vont honorer leurs engagements. Alors, j'ai souvent des questions sur l'assurance vie en unité de compte. Et effectivement, les gens qui auraient investi juste avant la crise Covid, c'est sûr que les unités de compte vont afficher une piètre performance. Je réponds toujours que le placement d'assurance vie, c'est un placement long terme. D'ailleurs, il y a toute une série de réglementations, de conformités, de réglementations, de conseils aux clients quand on vend un contrat qui fait que, il n'y a pas de doute, on a bien expliqué aux clients que voilà, il ne s'assurait pas pour 1 mois ou 2, il s'assure pour au minimum 8 ans, qui est l'horizon fiscal, et plus le cas échéant. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas effectivement certains supports UC. Alors, il y a aussi des obligations, il n'y a pas que des actions cotées dans les unités de compte, hein, mais il est évident que de toute façon, les actifs vont être touchés dans cette crise. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les gens arrêtent en ce moment, plutôt pendant les 2 mois là, de confinement, ils ont arrêté presque de faire des versements sur leur contrat d'assurance vie et ils laissent tout sur les comptes courants et sur le livret A. Hein. Donc, ils ont en fait beaucoup épargné, je crois 17 milliards, je ne sais plus, j'ai le chiffre quelque part, mais ils l'ont très peu mis sur les contrats d'assurance vie. Hein. Alors, aussi parce que nos commerciaux sont à l'arrêt, hein, et que c'est souvent sous l'impulsion des commerciaux que les gens pensent à remettre un peu d'argent sur leur contrat d'assurance vie. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il y a une très, très forte inquiétude. Enfin, c'est évidemment sociologiquement un épisode qui est extrêmement difficile à vivre pour nous tous et en particulier pour certains de nos concitoyens. Et donc, c'est vraiment là, c'est l'épargne de précaution qui joue à plein. Merci Florence pour ces réponses. Alors, il y a Hubert Lévy-Lambert qui est le fondateur d'Ixurso qui a une question qu'il aimerait te poser oralement. Vas-y Hubert. Je vais enlever. Bonjour. Oui, c'est bon. Bonjour Florence. Bonjour Hubert. Je paraphraserai Churchill qui avait dit vous avez voulu éviter la guerre
et vous avez la guerre et le déshonneur. Nous, on a voulu éviter des morts au prix d'un confinement qui a des catastrophes économiques. Or, nous avons les deux. Contrairement aux Allemands, par exemple, qui ont très peu de morts et très peu de chômage. Alors, je voudrais savoir ce que tu penses de la politique du gouvernement français qui fait que il doit y avoir 14 millions de Français qui sont actuellement payés par le gouvernement, avec comme conséquence, par exemple, que la CGT demande aux travailleurs de refuser de reprendre leur travail parce qu'ils gagnent autant que s'ils travaillaient et ils risquent moins de se faire attraper le virus. Bon, je reconnais toujours tes questions, cher Hubert. Écoute, non mais tu sais, moi je crois qu'il y a suffisamment d'assurance bashing. Je ne vais pas faire du gouvernement bashing, tu vois. Je crois que voilà, le gouvernement fait ce qu'il peut. Il a pris des décisions courageuses. Maintenant, c'est vrai que le chômage partiel, ça coûte très, 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 très cher. Et ils le reconnaissent aussi aujourd'hui. C'est vrai que voilà, du coup, ça freine peut-être l'ardeur pour revenir au travail. Mais si les gens n'ont pas envie de revenir au travail, c'est aussi parce qu'ils ont peur dans les transports. Donc, le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je crois surtout que ce que ça révèle, c'est l'immense difficulté de notre système de santé. Enfin, moi, j'ai bien vu sur le plan Alzheimer pendant 5 ans, donc ça n'a pas été une surprise. Et finalement, nous, on n'était pas libre de nos choix, puisque finalement, le confinement et la gestion du confinement et du déconfinement est strictement dictée par les capacités en réanimation. Or, les Français ont découvert, mais certains le savaient depuis longtemps, qu'on a effectivement des capacités d'accueil en réanimation qui sont très inférieures à celles de l'Allemagne. Voilà, donc après, voilà, quand le facteur limitant chez nous, c'était le nombre de places en réanimation. Voilà, donc ça a été géré en fonction de ça. Après, les Allemands, ils ont conservé une industrie de santé plus vivace au plan national que ce qu'on a nous, et donc ils ont été capables aussi de produire des tests. Et donc les deux grands facteurs de la gestion de cette crise sanitaire, dans le monde, on voit bien, c'est que les leviers, c'est à la fois les capacités hospitalières, parce qu'il faut bien accueillir les patients, parce que si on n'était plus en mesure de les accueillir, je pense que ça pourrait générer des troubles sociaux extrêmement graves. Et c'est aussi la capacité à tester, et donc à tester massivement, et du coup à isoler le plus tôt possible les personnes qui sont porteuses du Covid-19. Nous, on n'avait ni l'un ni l'autre. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense que la marge de manœuvre, elle n'était pas énorme. Et donc, plutôt que de critiquer les uns les autres, je pense que dans le faisceau de contraintes qui était le leur, voilà, moi, je ne me prononce pas après sur voilà, telle ou telle mesure en particulier, mais globalement, moi, c'est comme ça que j'ai compris la gestion de cette crise. Et après tout, c'est vrai que c'était deux énormes contraintes. Donc moi, je préfère essayer de me projeter dans le futur. Si on a décidé de porter nos investissements sur le monde de la santé, c'est aussi parce qu'on ambitionne d'être peut-être un tout petit peu plus écouté dans nos propositions qu'on l'est historiquement. Par exemple, il y a un aspect positif dans cette crise, c'est l'usage très important qui est fait de la téléconsultation. La téléconsultation, c'est un outil qu'on pousse depuis des années, pour ne pas dire des décennies, et les pouvoirs publics, la sécurité sociale, enfin freiner les cas de fer, ne voulaient pas rembourser les téléconsultations quand elles n'étaient pas faites avec le médecin référent, etc. etc. Je pense qu'il faut, tant qu'à faire, essayer de capitaliser sur cette crise pour montrer que dans les entreprises, on peut faire beaucoup plus de télétravail que ce qu'on pensait avant, et que dans le système de santé, il y a plein de choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire et qu'on a faites. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est participer à la reconstruction du système de santé, mais pas à une reconstruction évidemment à l'identique, mais à une reconstruction qui table sur les meilleures avancées technologiques du moment, sur la prévention, et ce n'est pas nécessairement toujours beaucoup d'argent, ce que j'ai vu sur le plan Alzheimer, et une organisation et surtout un accès aux soins
qui soit bien meilleur que celui qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'avant même cette crise, il y avait ce sujet énorme pour nos concitoyens qui est celui des déserts médicaux. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas de la médecine d'organiser l'accès aux soins. Nous, on n'est pas du tout légitime sur la médecine, sur la science médicale. En revanche, pour organiser les systèmes, tout le monde nous reconnaît cette capacité grâce à l'assistance. Si malheureusement vous avez eu un problème de santé à l'autre bout du monde, je suis sûre que vous avez été rapatrié par un assisteur et vous avez été très content et tout le monde reconnaît qu'on est super bon pour se mouvoir dans tous les systèmes de santé dans le monde entier. Et ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que c'est précisément en France où là on nous dit « Ah non, non, mais là vous y connaissez rien. » Voilà. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que vous pour ça. Donc moi, je plaide pour qu'on soit autour de la table, évidemment, juste une des parties. Il faut qu'il y ait beaucoup de parties autour de la table, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps ces sujets de santé et de santé publique, de qualité, d'organisation de l'accès aux soins, d'indépendance, de souveraineté sur les principes actifs de médicaments. J'en viens évidemment aussi à la dépendance. On a vu ce qui s'est passé dans les EHPAD, donc ça re-questionne aussi sur comment est-ce qu'on gère nos aînés, des situations absolument dramatiques. Nous, on est en capacité d'aider au maintien à domicile. Le maintien à domicile, ça a tous les avantages. C'est ce que souhaitent les personnes âgées, c'est ce que souhaitent aussi leurs proches en général. Et tant que les gens ne sont pas trop dépendants, enfin en dépendance trop lourde, c'est même économiquement plutôt avantageux. Donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment bâtir un système de prise en charge et donc un financement aussi de ce système de façon à ne pas revivre ce qu'on a vu pendant cette crise. Et nous, on a des propositions en ce sens. Merci Florence. Donc, je te pose le groupe de questions suivantes. Alors, donc de Marie-Louise Casademont, aussi une pilière de X-Sursaut. Quel va être l'impact de la pandémie sur les clauses des futurs contrats d'assurance vie proposés aux Français? Donc une nouvelle question de Raoul de Saint-Venant. Tu posais la question, donc il est chef d'entreprise, c'est lui qui posait la question sur les crises. Donc voilà, il pose une nouvelle question intéressante. Connaît-on le poids des actifs gérés par les sociétés d'assurance sur la masse totale des actifs de l'économie? Aussi, une nouvelle question de Fabienne Marquet. En termes d'assurance santé, les complémentaires ont-elles une part importante qui sera engagée ou tout est pris par la part sécurité sociale pour les assurés Covid hospitalisés? Et concernant les décès, Fabienne précise que ce qu'elle voulait faire apparaître, c'est que le taux de sinistralité sera plus important que prévu. Et quatrième et dernière question de ce lot, comment voyez-vous l'impact de cette crise sur les assurtech? Donc, c'est Benoît Legros qui dit qu'il travaille lui-même chez Shift Technologies, qui est une assurtech française. Voilà, c'est à toi. Très bien. Alors, l'impact sur les clauses, c'est pas tant sur l'assurance vie, à mon avis, mais vous êtes des gens polis ou alors vous ne lisez pas du tout la presse, mais il y a quand même une très, très grosse polémique sur la question de la couverture ou non des pertes d'exploitation par les assureurs. Ce qu'il faut en dire, c'est que le contrat de perte d'exploitation classique, on va dire, c'est un contrat qui se déclenche après un sinistre. C'est-à-dire que si vous avez une usine, vous êtes d'abord assuré en incendie, en dégâts des eaux, en ce que vous voulez, de machines et autres. Et si vous souscrivez en plus le contrat de perte d'exploitation, eh bien, évidemment, si vous avez, par exemple, si l'usine flambe, on va vous reconstruire l'usine, ça c'est la garantie incendie, mais évidemment, l'usine ne va pas tourner pendant des semaines ou des mois, et donc vous allez perdre beaucoup d'argent parce que les charges fixes vont continuer à tomber, etc. Et donc, normalement, le contrat de perte d'exploitation, il couvre ça. Et c'est donc hyper utile parce que sinon, il y a des entreprises qui sont bien couvertes en incendie, en dégâts des eaux, en ce qu'on veut, mais sauf que comme elles n'ont pas ce contrat-là à côté, le temps d'immobilisation de l'usine ou de l'outil de travail pour le reconstruire, eh bien, ça les emporte à cause des charges fixes qui continuent à courir. Donc ça, c'est le gros, je dirais, c'est ça, normalement, le contrat de perte d'exploitation. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça,
les contrats, alors les contrats, ils sont tous différents, les assureurs, ils sont tous différents. Je ne l'ai pas encore dit, mais moi, j'ai 280 membres. Chacun, et tous ceux qui même assurent les entreprises, ce n'est pas les 280, mais ils ont tous des générations de contrats, ils sont tous différents, etc. Et donc, on est amené finalement à lire aujourd'hui avec nos lunettes Covid-19 des contrats et des clauses qui, évidemment, n'ont jamais été rédigés dans l'hypothèse d'une telle situation. Et du coup, on découvre qu'il y a des contrats qui prévoyaient la fermeture administrative ou qui prévoyaient la fermeture administrative pour raisons sanitaires. Et du coup, il y a certains contrats qui vont jouer, et puis il y a d'autres contrats qui excluaient par ailleurs la pandémie ou la crise sanitaire, etc. Donc, on est dans une situation qui est extrêmement diversifiée. Il y a tous les types de clauses sur le marché et on lit aujourd'hui les clauses avec des lunettes qu'on n'avait absolument pas quand on a rédigé les clauses. Donc, ou bien les assureurs et les assurés se mettent d'accord, ou bien ils ne sont pas d'accord et auquel cas c'est le juge qui tranche. C'est simple, de toute façon le droit du contrat il s'applique toujours, mais s'il y a divergence d'appréciation, c'est la justice qui tranche. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de gestes commerciaux, c'est-à-dire qu'il y a aussi des assureurs qui ont dit, bon, franchement, la clause ne s'applique pas vraiment, mais on va faire un geste. Voilà. Alors, ce que je pense, c'est que les futurs contrats de perte d'exploitation, alors eux, oui, ils excluront de façon très, très claire la pandémie ou ce type de situation. Après, c'est plus sur les contrats, je pense, de perte d'exploitation que ça va se voir, plus que sur les contrats d'assurance vie véritablement. Alors, vous m'avez demandé le poids des actifs gérés dans le total de l'économie. Je n'ai pas le pourcentage. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on gère 2600 milliards d'actifs. Donc, c'est 2600 milliards. Alors, les complémentaires santé découvrent qu'elles sont fortement mises à contribution, finalement, pour les malades du Covid. Et en tout cas, pour ceux qui restent longtemps en réanimation. Donc, oui, au début, on pensait qu'ils seraient tous pris à 100% parce que c'est le Covid, etc. Et en fait, non, il apparaît que pour ceux qui restent longtemps en réanimation, il y a en fait des coûts qui arrivent chez les complémentaires. Mais là aussi, c'est un exemple de sinistralité qu'on découvre un peu au fil de l'eau en fonction de ce que renvoie la sécurité sociale. Donc, pour les assurés, pour les malades, Covid, oui, les complémentaires peuvent être mis à contribution. Les assisteurs aussi, moi c'est une anecdote, mais bon, c'est toujours intéressant à partager. Vous savez qu'au plus fort de la crise sanitaire, on avait justement plus assez de lits en réanimation et on a envoyé des patients soit ailleurs en France, soit carrément à l'étranger. Et donc il y a des patients qui étaient déjà dans le coma, puisqu'on les met en coma artificiel en réanimation, qui sont retrouvés en Allemagne. Bon, il y a quand même au bout de 3 ou 4 semaines, j'en sais rien, les médecins allemands les ont réveillés. Et là, ça s'est très, très, très mal passé. D'abord parce que quand les gens sortent de plusieurs semaines de réanimation, ils sont déjà pas du tout dans un bon état. Et puis surtout, ça parlait allemand autour d'eux. Déjà, eux, ils n'avaient rien compris puisqu'on les avait mis en réanimation à Paris, ils se réveillent ailleurs. Et puis là, il n'y a plus personne pour les ramener dans un hôpital français. Parce que quand on sort de 3 ou 4 semaines de réa, on ne rentre pas chez soi. Il y a de la réadaptation, etc. Donc après, on part dans un hôpital, mais plus en réa. Et donc, ils ont appelé leur assisteur. Et il y a des assisteurs qui ont dépêché des avions sanitaires pour rapatrier des malades du Covid que le système français avait envoyé à l'étranger, mais ce n'était pas soucié de la façon dont on les rapatriait. Vous voyez, mais encore une fois, je veux dire, voilà, on se dit, c'est pas très sérieux. Après, dans l'urgence de la crise, l'urgence, c'était de trouver aussi des lits de réa. Ils en ont trouvé. Bon,
mais après le rapatriement, il n'y avait pas pensé. Les AssureTech, oui, les AssureTech, et ce d'autant que nous, on a un hub à la FFA, donc on en héberge chez nous. Donc évidemment, au confinement oblige, on n'héberge plus d'AssureTech en ce moment. Moi, je pense qu'on va avoir d'autant plus besoin des AssureTech et de la tech en règle générale pour construire le monde de demain. Moi, je disais, c'est un monde plus digital, c'est un monde plus exigeant aussi, c'est-à-dire que là, les assureurs ont montré qu'ils étaient capables, en 48 heures, de mettre 150 000 personnes en télétravail. Bon, ça ne s'est pas passé 100 heures partout, ça n'a pas été complètement smooth, etc. Donc, je pense que ça va montrer qu'il y a encore beaucoup de marge de progrès parce que les AssureTech, en fait, nous, en tout cas, nous, celles qu'on héberge, elles travaillent aussi beaucoup, et c'est leur intérêt, sur des solutions pour aider les assureurs. Moi, c'est quelque chose qui me frappe, c'est que dans nos secteurs hyper régulés, que ce soit la banque ou l'assurance, on finit par avoir tellement de contraintes et de normes partout que on n'arrive plus à générer de l'innovation parce qu'il faut être un peu débridé, il faut être un peu libre pour innover. Et nos secteurs hyper régulés ne le permettent quasiment plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Anglais ont inventé ce concept de sandbox, de bac à sable. Alors, c'est quand même assez extraordinaire de dire que pour avoir le droit d'innover, il faut se mettre dans un bac à sable. Le concept du bac à sable, c'est que c'est un endroit qui vous exonère en gros des principales contraintes réglementaires. Donc, on vous dit, oui, vous voulez faire des trucs innovants, différents, voilà. Et vous ne pouvez pas le faire dans l'environnement normal, donc on vous met dans le bac à sable à côté. Moi, déjà, ça questionne quelque part quand un secteur est tellement contraint réglementairement qu'il ne peut plus innover. Enfin, quelque part, il y a quand même un sujet, donc on a absolument besoin des AssureTech. Et je pense qu'on en aura d'autant plus besoin à la sortie de cette crise parce que je veux croire qu'on ne va pas reconstruire le monde à l'identique. Et quand je dis le monde, c'est le monde économique, c'est le monde de la santé, mais c'est aussi le monde de l'assurance. Enfin, on a vu qu'on pouvait fonctionner différemment, de façon beaucoup plus digitale, avec moins de contacts, plus de recours à la technologie. Nous, on abritait une start-up qui utilisait les drones pour visiter les risques, les usines. Leurs drones ont volé dans Notre-Dame, par exemple, pour évaluer les sinistres, etc. Donc, il y a plein de technos qui sont à portée de main. Pour certaines ont déjà été adoptées par les assureurs. Je pense qu'ils auront encore plus d'appétit pour les adopter après cette crise. En tout cas, je veux le croire. Merci Florence. Alors, je te pose les dernières questions. Ce n'est pas les plus faciles. Donc, voilà, donc une de Hubert. Donc, il dit la plupart des morts sont des personnes âgées. Donc, est-ce qu'il y a un bénéfice des réductions de coûts pour le versement de prestations de retraite du coup. Ensuite, il demande, pas facile aussi de répondre, l'avenir de Covéa après l'échec du rapprochement avec Score, puis avec Partner Ray. Et enfin, donc une remarque de Fabienne et par rapport à la polémique entre le Crédit Mutuel et certaines assurances. Et plus largement, moi, peut-être, je vais élargir cette remarque et question à l'image de l'assurance et l'unité du secteur. Parce que, bon, est-ce que, entre les banques assureurs, les assureurs et certaines initiatives individuelles, comment toi, tu peux assurer que le secteur de l'assurance sorte avec une bonne image de cette crise. Voilà, et je te laisse conclure juste après. Merci. Bon, ça servira un peu de conclusion, je pense. Bon, alors l'impact sur les retraites, moi, je ne l'ai pas. Maintenant, c'est vrai que de toute façon, quand on a des épisodes de très grande chaleur ou des grippes très très fortes, voilà, ça décime déjà préférentiellement les personnes fragiles, au rang desquelles les personnes âgées. J'ai aucune évaluation à ce stade.
Covea est un membre éminent de la FFA, évidemment, donc moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce groupe, si ce n'est que c'est un groupe qui est particulièrement dynamique, qui a des moyens financiers très, très importants, et donc je ne doute pas que Thierry Derez trouvera d'autres cibles stratégiques s'il en a envie. Alors, sur Crédit Mutuel et l'image de l'assurance, alors je vais redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être le développer un peu. C'est vrai que les parlementaires qui aiment bien nous auditionner, etc., me disent limite, mais faites la police, on veut voir qu'une seule tête. Eh bien, l'assurance, c'est pas ça. Le monde de l'assurance, rien qu'à la FFA, c'est 280 membres. Ils sont tous différents. Il y a des petits, il y a des gros. Il y a des business models très différents. Il y a des intermédiaires, il n'y a pas d'intermédiaires, il y a des banques assureurs, il y a des sociétés anonymes, il y a des mutuelles. Et puis surtout, il y en a qui assurent beaucoup les entreprises et qui sont donc, eux, non seulement touchés sur les actifs, mais très touchés sur le passif, sur les sinistres. Voilà. Et puis il y en a qui assurent que les particuliers. Et puis, il y en a qui font que de l'assurance vie, et puis il y en a qui font de la vie, de la non-vie, etc. Donc, c'est une forêt, le monde de l'assurance en France, et c'est très bien. Et moi, je ne milite absolument pas pour qu'il en soit autrement. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'intérêt du consommateur final. Toutes les études de McKinsey, etc., ou de la Commission européenne montrent qu'on a le secteur de l'assurance le plus dynamique et le plus concurrentiel en Europe. Et d'ailleurs, maintenant, on est le premier marché européen d'assurance post-Brexit, quand même. Donc, réjouissez-vous, c'est en France que l'assurance auto est la moins chère. La concurrence fait rage entre tous ces acteurs. Et il ne faut pas se voiler la face. Et c'est très bien. On est dans un monde de concurrence. Ce n'est pas un cartel, l'assurance. Il y a 280 membres. Et les uns, les autres, en fonction de leur portefeuille, certains, vous avez cité des acteurs. Et c'est très bien qu'on ait des gestes solidaires à l'égard de leurs assurés. Moi, je dis juste qu'il y a des acteurs qui mettent, par exemple, 200 millions sur la table, ils ont 1 à 2% du marché. Il y a des acteurs qui ont 20% du marché, des gros acteurs de l'assurance d'entreprise. Vous voyez, je vous laisse faire la multiplication, je pense que vous la faites aussi bien que moi, ça veut dire que l'équivalent des 200 millions, c'est entre 2 milliards et 4 milliards pour eux. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un assureur, quel qu'il soit mutualiste, SA, bancaire, machin, qui peut mettre 2 à 4 milliards de gestes solidaires sur la table? Bien sûr que non. Donc, il y a ça aussi, suivant votre taille de part de marché, suivant le nombre d'assurés que vous avez et ceux que vous voulez aider, vous êtes limité par vos moyens financiers et par ce que ça représente. Et ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est que, de toute façon, la générosité et les mesures extra-contractuelles, elles ont de toute façon une limite, et cette limite, c'est l'équilibre financier de la compagnie d'assurance, qui est là. C'est sa raison d'être, c'est sa raison unique, et c'est le premier mandat des dirigeants, c'est de protéger le bilan, parce que le bilan, il appartient aux assurés, donc on ne peut pas jouer avec ça. Et du coup, effectivement, ça donne l'impression de voix dissonante, mais j'assume, et moi, ça ne me gêne pas pour faire mon boulot. De toute façon, je le connaissais, le secteur, je savais qu'il était comme ça. Il faudra, je pense, encore continuer à l'expliquer. Et il y a régulièrement des gros soubresauts. Il y a eu des gros soubresauts, par exemple, sur l'assurance des prêts immobiliers, l'assurance emprunteur, avec un marché qui était très capté, bancaire, voilà, sur lesquels il y a des acteurs qui sont rentrés. Ça a créé aussi de l'émotion à cette époque-là. Il faut l'admettre, sinon il ne faut pas être présidente de la FFA. Ce n'est pas une seule tête. Et donc, la FFA, elle défend l'intérêt du secteur. Et il est vrai que ce serait plus facile s'il y avait très très peu d'acteurs et qui aient tous le même business model. Ce qui est un peu plus proche de ce qu'on trouve en banque. Mais les banques, pour autant, elles n'ont pas une super image. Elles ont une bonne image en ce moment parce qu'évidemment, l'État leur a donné 300 milliards de garanties. Nous, on a 0 garantie. On fait tout ça sur nos fonds propres, etc. Donc là, elles sont en délégation de service public. Mais bon, de toute façon, c'est idiot d'opposer les deux. On ne fait pas le même métier. Nous, on est là tout seul. On a 0 aide. Et au contraire, c'est nous qui aidons. Et pour autant, c'est nous qui en prenons plein la figure. Mais dont acte,
Moi, la leçon, d'abord, il n'y a pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier, parce que comme dans le monde entier, il y a des contrats de perte d'exploitation, business interruption en anglais, ben, partout, il y a des gens qui se sont dit « Ah, ben voilà, eux, ils vont payer ». Mais simplement, partout, des assureurs, et aidés en cela par leurs superviseurs prudentiels, ont expliqué que ce n'était pas possible, ce n'était pas écrit comme ça dans les contrats, et de toute façon, les montants en jeu sont tels que c'est totalement hors de portée. Ça met les assureurs par terre, quoi. C'est tout. Si on leur dit on ne veut pas le savoir, vous payez. Et c'est la raison pour laquelle les superviseurs européens, français, américains, etc., enfin, ils ont tous dit, et d'ailleurs Bruno Le Maire le dit maintenant très très clairement dans ses interviews. Je vous recommande une excellente interview de Bruno Le Maire dans l'Argus de l'assurance qui vient de sortir, là, mais il en a fait plusieurs récemment, et où il est... je dirais, beaucoup plus mesuré à l'égard de notre secteur que ce qu'il pouvait être en début de période. Le vrai sujet, qui est vraiment, mais là que j'assume totalement, mais qui est voilà, c'est que nous, on ne peut pas tweeter toutes les 10 minutes, quoi. Ça, on a beaucoup de mal parce qu'il nous faut du temps. Alors d'abord, nous, en plus, c'est la fédération, on agrège tout le monde, mais même si j'étais juste un assureur, il ne peut pas comme ça, instantanément, au pied levé, dès qu'il se passe quelque chose, avoir la vision instantanée des conséquences de ce qui s'est passé sur son bilan et son compte de résultat. C'est pas possible. C'est comme ça, c'est pas possible. Donc, ça prend du temps. Et alors après, on dit ils font rien, ou dis donc, ils sont pas pressés, ils ont mis du temps à se réveiller. Voilà. Donc, mais moi, j'assume la diversité. J'assume d'être un paquebot, parce que les paquebots, ça aide aussi en période de crise, c'est aussi à nous d'investir en contrats cycliques. Expliquer aussi qu'on a plein de contraintes. Je ne vous ai pas parlé de toutes nos contraintes prudentielles qui font qu'en fait, on est totalement découragé d'investir dans l'économie réelle, etc. Et c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait également dans les instances européennes d'assurance, etc. Parce qu'il n'y a pas qu'en France. Mais moi, je crois à la pédagogie, je crois à l'explication. C'est pour ça que j'étais contente de pouvoir le faire ce soir. C'est vrai que ce n'est pas au milieu d'une crise qu'on est audible. Moi, j'ai juste pris mes fonctions il y a quelques mois, je débarque. J'avais déjà cette idée de faire beaucoup plus de pédagogie et d'expliquer comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on couvre, pourquoi, comment. Expliquer aussi que l'assurance, ce n'est pas obligatoire. Enfin, il y a de l'ARC, etc. Mais quand on est assureur, on n'est jamais obligé de prendre un risque. Ça, c'est un truc que les gens n'ont pas en tête. Parce que là, tout le monde canarde à mort, finalement, les grands acteurs qui assurent beaucoup les entreprises. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a un des plus gros réassureurs mondiaux, c'est Swiss Re, qui est sorti en perte quand même au premier trimestre 2020. En perte. En perte à cause des pertes financières, sur l'évolution des marchés, mais aussi parce qu'ils assurent une partie de l'annulation des JO de Tokyo. Et donc, ils ont dit, évidemment, ça va leur coûter très, 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 très cher. Et ils ont dit, et d'ailleurs, nous, on sort de la réassurance annulation. Il ne faut jamais oublier que c'est une activité privée qui doit être rentable puisqu'on doit générer des fonds propres. C'est une contrainte prudentielle. Donc, voilà. Alors, on peut perdre de l'argent dans une branche une année, compenser, machin. Enfin, au global, il faut quand même qu'on soit rentable, qu'on soit équilibré. Et régulièrement, il y a des épisodes dans lesquels il y a des risques qui deviennent inassurables. Et du coup, du coup, les gens ne trouvent plus. Et à ce moment-là, il faut faire des fonds garantis par l'État, etc., etc. Mais il y a une limite à l'assurabilité. Et ça, c'est aussi peut-être quelque chose qu'il faut expliquer. Et pourquoi ? En ce moment, on a des gros sujets sur l'assurance crédit. L'assurance crédit qui encaisse annuellement, bon an, mal an, 650 millions de primes et qui est engagée en dizaines de milliards parce que d'habitude, les taux de chute sur les entreprises, c'est entre 0,5 et 1%. Et là, ça va monter à 10%, 20%, 25%. Voilà. Donc, il y a un énorme sujet sur l'assurance crédit aussi. Donc, on voit bien que... Et pourtant, on en a besoin, je veux dire. Alors après, on peut dire, on tue l'assurance crédit, on les oblige à couvrir. Du coup, ils vont faire faillite parce que là, on ne peut pas payer des dizaines de milliards avec des centaines de millions de primes. Encore une fois, on ne sait pas faire. Donc, voilà, on discute avec les pouvoirs publics. Mais après, je pense que le monde de demain, ce n'est pas un monde dans lequel on se dira, OK, on n'a plus d'assurance annulation, on n'a plus d'assurance crédit.
Oh, puis on n'a plus beaucoup d'assurance des entreprises, c'est pas grave. Non, bien au contraire, on est dans un monde où il y aura de plus en plus de risques. Donc, à nous de trouver des schémas, à nous d'expliquer, à nous aussi d'être peut-être beaucoup plus vigilants sur les dispositifs de prévention. Alors, ça s'applique assez peu à la crise d'aujourd'hui, je le reconnais, mais on a quand même une grande montée des risques naturels, etc. Et là, la prévention, ça veut dire quelque chose. Donc, écoutez, moi, je pense que c'est ça les enjeux pour l'assurance de demain. Et puis surtout, dépasser les polémiques stériles qui, certes, sont complètement montées en épingle par les journalistes. Et franchement, je ne suis pas sûre que ça passionne les foules aujourd'hui. Merci beaucoup Florence, c'était passionnant. Et puis tu parlais de la multiplication des risques. Fabienne faisait remarquer aussi le risque cybersécurité. Mais bien sûr, bien sûr. On voit avec le télétravail peut-être encore plus fort qu'avant. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment fascinant et on voit qu'il y a des enjeux énormes. On te remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui et d'avoir été courageuse et répondre franchement à toutes les questions, même faciles. Voilà. Merci à vous, merci. Et portez-vous bien surtout. Au revoir. Merci. À la prochaine. Hubert, les belles, ta coupe. Hubert, ta coupe. Au revoir. Au revoir. On se retrouve demain avec Philippe Juvin, qui est médecin et maire, qu'on a vu beaucoup à la télé, et qui est donc chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, qui nous parlera de cette crise. Très bonne soirée, à demain à 18h. Ah, bye. Ouais, mais quand elle nous dit portez-vous bien, c'est son intérêt. Tu es taquin, Hubert.